Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Eurobois pour la dernière journée et j'ai avec moi Monsieur Philippe Jarnia. Philippe Jarnia, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des marchés, du marché équipementier et agenceur à l'ameublement français. Ouais. Et je vais vous demander de nous faire un petit peu, de nous dire qui est l'ameublement français. Alors l'ameublement français, organisation professionnelle, 350 adhérents, basés à Paris, mais des fabricants qui sont dans toute la France. Alors mode plutôt industriel, c'est-à-dire plus de 20 personnes, avec deux grands métiers qui sont celui du mobilier domestique que tout le monde a chez soi, cuisine, salle de bain, placard, canapé, table, chaise, etc., matelas. Et le mobilier professionnel, donc au bureau, à l'hôtel, au restaurant, dans les transports, dans la rue, puisque là on a le mobilier urbain. Et comme on dit souvent, on va du cercueil au berceau, enfin du berceau au cercueil. On avait dit qu'on ne parlait pas du cercueil. Mais on n'en parlera pas. Mais il y a du bois. Mais il y a du bois, oui. Et voilà, alors on a des métiers qui sont transversaux, comme celui de l'agencement, qui effectivement va aussi bien chez le particulier que dans les espaces professionnels. Et nous avons ici de représenter au Salon Eurobois un certain nombre d'équipementiers, qui sont des gens qu'on ne connaît pas forcément toujours dans notre profession, mais qui ont un rôle extrêmement important. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un équipementier? Oui. Petite définition de... Alors, on pourrait commencer par donner des exemples d'équipementiers dans d'autres métiers. Par exemple, là, il y a les Jeux Olympiques. Un équipementier, il fournit les skis. C'est Rossignol, c'est Salomon, nos grands champions. Et on sait que derrière un petit bout de bois qui fait 2 mètres de long et 3 cm de large, il y a une technologie féroce. Il y a des techniciens, il y a des formateurs, il y a toute une équipe technique, etc. Si on prend le marché du vélo, c'est des dérailleurs, vous avez tous des marques en tête, c'est des gens qui ont développé des moteurs électriques, c'est des gens qui développent des marchés et qui finalement ne font pas forcément le produit fini, mais apportent des composants qui sont ils apportent un composant essentiels. particulier et essentiel à la bonne marche du vélo ou du ski. Et on a affaire à des sociétés qui sont plutôt des grands groupes internationaux, qui ont des bureaux d'études énormes avec des centres de recherche, avec des ingénieurs qui déposent des brevets et qui apportent à nos métiers de l'agencement, de l'aménagement, de l'ameublement, des innovations qui apportent de la valeur ajoutée. Donc on a des aspects techniques, des coulisses, des charnières, des vérins pour rehausser les hauteurs de plateau, des choses comme ça. On a des éléments esthétiques qui sont des panneaux, qui sont des panneaux de verre, des choses comme ça. Et puis on a des éléments qui sont de l'ordre de la logistique, comme l'installation, la pose et les outils de conception. Donc vous voyez que c'est très très large. C'est très large et très vaste. Voilà. Et finalement, nos agenceurs et nos fabricants de meubles sont des gens qui transforment ces composants et utilisent ces services. Et utilisent surtout, bénéficient des innovations de ces grands groupes. En fait. C'est ce que j'allais dire, c'est un domaine où il y a beaucoup d'innovations. Beaucoup. D'une manière générale, et on rentrera dans le particulier tout à l'heure, avec 5 exemples d'équipementiers que nous sommes allés filmer. Mais d'une manière générale, l'innovation, elle se place où dans ce domaine-là? Elle est où l'innovation? Alors l'innovation, elle est à plusieurs niveaux. La première, c'est... ce qui peut paraître apparent, c'est l'esthétique, les définitions ultra brillantes, des effets miroirs, des choses comme ça. La deuxième, c'est des mélanges de matériaux, puisqu'on a du bois qui reste la base de l'agenceur, mais on a du verre, on a du métal, on a de l'aluminium, on a tout un tas de matériaux. La deuxième approche, elle est plutôt dans le design d'usage, c'est-à-dire des choses qui sont pratiques à utiliser, soit pour l'installateur, qui va lui faire gagner du temps dans sa vie professionnelle, au montage, etc. Et là, il y a énormément d'outils numérisés maintenant et informatisés, qui sont utilisables sur n'importe quel portable, on le verra, je pense, tout à l'heure. Et des services d'installation et de pose aussi qui peuvent être sous-traités dans certains cas pour des agencements. Et puis, voilà, donc l'esthétique, l'usage, la finition dans certains cas, et puis l'amélioration et l'apport de valeur ajoutée, parce qu'aujourd'hui, un bel agencement, c'est un restaurateur, un hôtel qui se pose des questions sur la manière de mieux vendre et d'avoir un marketing beaucoup plus ciblé en termes d'ambiance générale. Aujourd'hui, on ne fait plus des restaurants de bric et de broc, hein, il y a toute une démarche qualitative avec un archi d'intérieur. Et l'architecte d'intérieur, lui, à chaque dossier, il veut apporter une valeur ajoutée, une diversification par rapport à ce qu'il a fait avant. Donc une différenciation. Voilà.
Alors, on va vous présenter la première vidéo. Le premier équipementier que nous sommes allés voir, c'est 2020 Technologies. Donc là, on va parler plutôt logiciel. Oui, le logiciel de conception, de création. Ouais. Voilà, donc je vous demande de regarder, puis je vous demanderai après de réagir. D'accord. 2020 Technologies, société canadienne. Nous sommes la filiale française, nous sommes 35 en France et nous sommes là pour tout simplement mettre notre savoir-faire au service des différents clients dédiés à l'agencement et au design d'intérieur avec nos solutions qui sont 2020 Fusion 6 et les solutions Design Line. Fusion 6 est la nouvelle version pour les négociants de cuisine qui va nous permettre notamment d'accélérer les rendus 3D, donc qui sont beaucoup plus rapides et de meilleure qualité. Et on va avoir de l'autre côté Design Line, qui est notre nouvelle solution qui permet pour les fabricants, agenceurs, d'avoir une solution de rendu 3D et qui permet d'envoyer directement le projet vendu au client jusqu'à la commande numérique. Donc on a une solution dit end-to-end voilà, qui nous permet vraiment de gagner du temps. Donc Fusion, c'est un logiciel d'aide à la vente, dédié cuisiniste, aménagement intérieur, pour tout ce qui est devis, cuisine, vente et rendu. Les nouveautés de la version 6, on va changer complètement le moteur de rendu. Donc on a gagné en gain de temps 30% à peu près de vitesse de calcul et une qualité de photoréaliste. Les nouveaux modèles, en fait, c'est vraiment fluctuant en fonction des fabricants. Et effectivement, on est à jour régulièrement, on est en contact étroit avec eux. Dès qu'il y a une nouveauté, on la met en place. Le logiciel sera disponible début du mois de février 2018. Design Line, c'est une suite de produits. Ça embarque un produit design, un design, qui permet de faire les conceptions, cuisine, placard, agencement, en termes de design, donc imagerie. Par la suite, on va sortir ça, on va envoyer les informations vers 2024, qui est un produit de conception 3D paramétrique, qui permet d'aller jusqu'à la mise en plan, jusqu'au débit, jusqu'à tout ce qui est paramètres d'atelier. Et ensuite, on va sortir les informations du 2024 vers le produit 2024 qui va piloter les centres d'usinage et faire l'optimisation de débit également. Donc l'intégration, c'est le lien complet entre les trois produits directement. C'est-à-dire qu'on va avoir une entrée qui est le 2020 Design et jusqu'à la machine, on a normalement sur tout ce qui est standard, pas de reprise du tout. Donc ça permet une fluidité complète sur toute la chaîne de logiciels. Alors voilà. Là, on est sur le logiciel, on est sur la chaîne de fabrication, enfin, à la fois de la proposition au client jusqu'à la fabrication chez l'artisan, enfin, chez l'agenceur. Comment les choses évoluent? Qu'est-ce que ça vous inspire de cette évolution? Moi, ce qui m'étonne, c'est à la fois le versant grand public et le versant professionnel de ce genre d'outils, parce que finalement, je suis le dimanche chez moi, je peux concevoir avec ce type de logiciel qui est créé par 2020 chez des grands distributeurs de cuisine. Je peux travailler ma cuisine tranquillement sans avoir besoin de personne, avec une ergonomie assez extraordinaire et des rendus qui sont de plus en plus magnifiques. Et puis professionnel, parce qu'il y a ce lien justement avec une ergonomie de logiciel qui est extrêmement pratique et qui va jusqu'à la production et qui permet justement d'avoir des automatismes maintenant entre la conception et la fabrication qui sont liés. Moi, ça m'amène à la réflexion autour de la notion de personnalisation, parce que finalement, notre consommateur, soit il achète sur Internet des prix, et là, on va lui proposer des produits standards, mais on sent que de toute façon, de plus en plus, maintenant, on est vers de la personnalisation, et chacun veut sa chaise, chacun veut son canapé, chacun veut sa cuisine, etc. Donc avant, on raisonnait plutôt de dire, je suis un industriel et à 80%, je fabrique des produits standards et la personnalisation est une exception. Et aujourd'hui, on est à l'inverse. C'est-à-dire qu'on dit tout produit est personnalisé et le standard est une rareté. Voilà. Et ça, c'est ce que permet ce type de logiciel. Ah bah absolument. Et avant, c'était long, c'était lourd, il fallait mettre beaucoup d'argent sur la table et beaucoup d'heures pour calculer. Et là, il y a une ergonomie, on a l'impression que tout le monde peut s'en servir, quoi. Voilà, et on augmente la proposition au client final. Voilà. Mais ce qui laisse quand même de la place à un talent personnel. C'est-à-dire que c'est des logiciels qui peuvent... on peut les accuser de laminer finalement la créativité par rapport au coup de crayon. Mais on s'aperçoit qu'on pourrait faire un championnat du monde d'utilisation de ces logiciels. Il y a quand même des talents qui s'expriment même avec des logiciels. Voilà, on peut créer avec un logiciel. Oui, absolument. Deuxième exemple, là on change complètement, enfin pas tout à fait complètement d'ailleurs. On va voir Bies. Oui. Et avec Bies, on va voir comment les machines, elles évoluent. Oui, disons que Bies, ça fait 5 ans, il a donné une très forte importance à la distribution, au service et à l'innovation technologique. Et on a 37 filiales et on est en train de faire des investissements à tout niveau dans nos filiales, surtout dans la partie service et support.
Ça fait 1 année et demie environ qu'on a décidé de partir avec un projet IoT qui s'appelle Sophia. Notre objectif, c'est d'arriver à la vraie prédictivité sur nos machines. Les marchés français, c'est la priorité 1. Ça fait partie du deployment plan numéro 1. Et on a commencé à mettre déjà les premières machines en IoT. On est dans le bon chemin, on est très confiant que ça donnera un très bon service aux clients et une fidélisation du client vers les groupes IS encore majeure. D'une façon naturelle, on a changé de modèle économique. On est passé d'un modèle productif à un modèle qualitatif. À des gens qui sont des petites entreprises qui n'ont pas les moyens d'avoir des ingénieurs de la navale pour piloter nos technologies et nos machines. Et c'est à nous de nous adapter. La FIA, l'appétitif, le conseil, l'accompagnement. Avant-vente, on a un devoir de conseil, une obligation de résultat, mais également dans l'accompagnement après-vente pendant toute la durée de cette machine. BS aujourd'hui a cette vision d'avoir vraiment une révolution digitale. Et une révolution, ça ne part pas seulement avec les grandes entreprises, mais surtout dans les bases, parce que nous voulons vraiment construire les artisans du futur, l'artisan efficace et intelligent, vraiment la petite entreprise intelligente. C'est un grand mouvement dans cette direction que l'on est en train de faire et on est très content d'avoir des résultats très importants commercialement et surtout d'avoir les clients qui sont en train d'apprécier vraiment l'effort des BS dans cette direction-là. Alors ce que je retiens moi deux mots, hein, révolution digitale et petite entreprise intelligente. Qu'est-ce que ça vous inspire, donc ces évolutions sur les machines et sur le fonctionnement? On a l'impression effectivement qu'avant, il fallait être une grosse entreprise pour avoir des machines très sophistiquées. Et là, toute cette politique de dire, ben, nous, l'artisan nous intéresse parce que l'artisan, c'est lui qui va faire du sur-mesure. Et finalement, faire du sur-mesure aujourd'hui, ça peut être quelque chose de sophistiqué. Et donc, de donner de l'accessibilité à des clients, d'avoir des objets personnalisés, fabriqués assez facilement finalement avec des machines automatique, c'est quand même extrêmement intéressant en termes de productivité. Ça réduit l'écart du produit personnalisé par rapport au standard, puisqu'aujourd'hui le standard est fabriqué sur des unités de production qui font du personnalisé. Et donc ça permet effectivement une grande proposition marketing finalement. Ça rejoint beaucoup ce qu'on a vu avant. Ah bah complètement. Qu'on est dans la même ligne. On ne fait plus de standards. Enfin, on va en faire, mais on va beaucoup plus loin dans la personnalisation des propositions. Et puis chez Biesse, on trouve cette logique aussi de dire, bon, on vient du bois et c'est notre ADN. Maintenant, on a aussi des machines pour traiter la pierre, pour traiter le verre, etc., pour répondre à tous les agencements. Donc on est vraiment dans une notion où on définit nos produits en fonction du besoin des clients et de l'évolution du marché. Voilà. Et donc, je crée un nouvel artisan qui est l'artisan intelligent. Enfin, il était déjà intelligent, mais on donne de l'intelligence à l'entreprise. Oui, ça répond à des préoccupations qui sont de l'ordre de l'économie circulaire, c'est-à-dire pourquoi aller chercher à 3000 km ce qu'on peut faire fabriquer à côté de chez soi. Donc, on est dans une logique de se dire, finalement, on peut trouver un artisan qui peut fabriquer les pièces dont j'ai besoin, quoi. Voilà. Alors, maintenant, on va aller chez l'équipementier au sens propre. Celui qui va aller mettre la pédale sur le vélo, par exemple. On va voir chez Bloom. Bloom, c'est une société familiale qui a basé sa philosophie sur l'avantage global. L'avantage global, c'est apporter des arguments forts à nos clients fabricants, qu'ils soient industriels ou artisans, à ceux qui vont les vendre, à ceux qui vont les installer et enfin à ceux qui vont vivre avec ces meubles. Donc c'est depuis 1980, nous avons cette philosophie tournée vers le client, tournée vers nos différents interlocuteurs, de manière à leur apporter des vrais avantages. Soit ce sont des industriels et on va donc les livrer nous en direct et on a une équipe qui va les démarcher en direct, soit nous avons le secteur de l'artisanat, on va parler d'agenceurs, on va parler d'ébénistes, de menuisiers, qui eux vont être servis par nos distributeurs. On a 12 distributeurs sur le territoire, 110 agences de proximité qui apportent un service aussi de proximité à nos clients artisans et qui vont pouvoir trouver le produit à leur porte. La raison d'être sur le marché français, c'est d'apporter de la proximité, d'apporter du service. C'est toute notre raison d'être de la filiale. On pourrait très bien tout livrer depuis l'Autriche, logistiquement, aujourd'hui, tout le monde sait tout faire. Mais la volonté de l'entreprise, c'est d'avoir une proximité avec des interlocuteurs du pays. C'est-à-dire que les 30 qui travaillent chez Bloom France sont 30 Français qui ont la culture de la France et qui partagent la même culture que nos clients. Donc on accompagne nos distributeurs chez les artisans pour des solutions techniques, pour trouver des évolutions et des aménagements qui vont correspondre à ce que le client final attend de l'aménagement.
Dans le cadre de notre philosophie, les meubles deviennent de plus en plus design et nous devions de répondre à une problématique marché qui était la porte fine. De plus en plus de nos clients, industriels ou artisans, utilisent ou vont utiliser de la solide surface, de la céramique, du marbre, bref des matériaux du compact, des matériaux très fins. On parle de 12 mm, même plus fin encore, 8 mm. Et donc dans ce cadre-là, Blum a sorti une solution technique qui s'appelle Expondo T et qui permet de se fixer dans des façades de 8 mm avec 2 tourayons à expansion à forte densité et qui permettront de fixer aussi bien une porte qu'un système relevant ou un système coulissant, les Grabox. Là, on est vraiment dans l'équipement, vraiment dans ce qui permet de rendre la cuisine, par exemple, ou autre, confortable à l'usage. Donc, parlez-nous de ces évolutions et qu'est-ce que vous retenez de ce petit reportage? Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a des marchés qui sont tellement matures. Quand vous achetez une voiture aujourd'hui, ça paraît inconcevable qu'elle n'ait pas une télécommande à distance d'ouverture des portes ou des essuie-glaces électriques. On a l'impression qu'il y a certains marchés où il y a des innovations qui se sont imposées de manière naturelle. On a un peu l'impression que dans notre milieu de menuiserie, agencement, etc., on est obligé de faire de la pédagogie en permanence et de dire à partir du moment où j'aménage un magasin, j'aménage un point de vente, j'aménage une cuisine et que j'y mets 15 000, 50 000, 100 000 euros, je suis quand même obligé de justifier qu'il faut des charnières à ouverture automatique, qu'il faut des boutons poussoirs qui soient plus pratiques pour l'utilisateur. Parce qu'il y a des gens qui ouvrent leur tiroir-caisse, bien évidemment, 100 fois toutes les heures. Et il y a des choses qui sont de l'ordre de l'ergonomie, qui sont de l'ordre du confort, qui sont de l'ordre de la valeur ajoutée. Et des amortisseurs de porte, ça a mis 20 ans pour être admis aujourd'hui de l'entrée de gamme au haut de gamme. On a des cycles un peu dans nos métiers qui sont des fois un peu lents. C'est des cycles un peu plus lents que dans d'autres secteurs industriels. Voilà. Alors nous, on a décidé avec les équipementiers de faire des universités de l'agencement, c'est-à-dire de les prendre très tôt, les professionnels, dans leur phase d'apprentissage, et leur dire, bah voilà, aujourd'hui un agencement avec un peu de valeur ajoutée, voilà le type de fonction que vous devez mettre tous les jours. Et méfiez-vous des gens qui vous disent que ça coûte cher, parce que finalement, en termes de valeur ajoutée, de toute façon, vous avez besoin de trouver des arguments. Et aujourd'hui, les gens ne vont plus ouvrir le capot pour savoir ce qu'il y a dans le moteur. Ils regardent tous les accessoires qu'il y a en termes de confort de conduite. Ben là, on est pareil. C'est l'agrément de la manière d'aménager notre espace de vie qui est provoqué, entre guillemets, par ces accessoires qui deviennent finalement plus que des accessoires, qui deviennent des choses qu'on sert tous les jours, finalement. Voilà, des choses dont on sert tous les jours et dont on n'a pas forcément conscience, hein, finalement. Oui, absolument. Absolument. Alors, vous parliez des universités, vous parliez de ce que vous avez mis en place, hein, enfin, ce que certains industriels ont mis en place. Eh bien, celui-ci participe à ces universités, c'est LMC. Sur le stand, on a mis en avant le try and test que l'on a sur module. Globalement, les clients peuvent toucher les produits, les tester. Donc on a fait quelques choix de produits pour chacune des marques et on peut discuter autour de ces produits. Le but, c'est d'apporter de nouvelles idées aux clients. C'est aussi, de notre côté, de nous enrichir aussi de leurs expériences. Il y a énormément de choses autour de chaque produit. C'est intéressant parce qu'il peut être utilisé de façon complètement différente d'un client à un autre. Et c'est sur nos centres modules ou ici sur le salon qu'on a des échanges et que nous, on s'enrichit aussi pour l'avenir et qu'on apporte des solutions aussi pour eux. Alors on a 3 modules aujourd'hui. On en a un à Gand, un à Paris et un à Lyon. C'est complètement ouvert à nos clients, enfin aux professionnels de l'ameublement et de l'agencement. Il peut y avoir des architectes et on va tourner autour de projets. Les produits sont en situation, dans un univers blanc, un petit peu comme sur notre stand. Et puis on va avoir des modules de formation, c'est-à-dire que globalement on peut venir avec sa problématique, par exemple sur le luminaire, et puis on va expliquer un petit peu toute l'évolution du luminaire, comment les mettre en application, et puis on va finir par travailler sur le projet avec les clients et l'accompagner dans son projet. C'est un peu difficile aujourd'hui de découvrir un produit rien que sur un catalogue ou rien que sur un site internet. Donc à un moment, il est important de pouvoir le toucher, de voir la situation par exemple sur un luminaire, de pouvoir faire les branchements. Notre produit n'est pas le même, c'est un produit qui est fait vraiment pour l'artisan, qui est fait vraiment pour l'agencement. Quelles sont les spécificités de chacun des produits? Alors sur cet aspect module, transmission et puis toucher le produit. Ouais. Moi, je vais répondre à la question de tout à l'heure, c'est quoi un équipementier en fait? Parce que on voit bien la différence ici entre un fabricant de charnières, entre guillemets, et un équipementier.
et un quincaillier et un équipementier. Nous, on a souhaité prendre ce nom parce qu'il y avait des notions qui étaient essentielles à la différenciation. Parce que trouver une charnière à 3 francs 6 sous aujourd'hui chez un importateur de produits de bout du monde, c'est très, très facile. Mais là, on voit que la différence, elle se fait sur l'innovation, elle se fait sur le conseil et elle se fait sur le service. Et donc, l'innovation, on a vu effectivement qu'il y a des produits qui sont extrêmement innovants et les gens qui ne sont pas du métier s'aperçoivent que ça bouge énormément dans notre profession. Les services, on commence à les percevoir, c'est-à-dire que non seulement on est dans des phases de formation, on va apprendre à se servir d'un composant ou d'un service, mais on a aussi quelque part cette notion de numéro vert. Voilà, je suis architecte d'intérieur ou je suis agenceur, j'ai à faire le bar d'une boîte de nuit dans un spa, dans une piscine au bord de la mer. Qu'est-ce que je mets comme éclairage, qu'est-ce que je mets comme matériaux, qu'est-ce que je mets machin. On a des vrais experts là qui sont là pour accompagner des projets, même les plus fous. Et avant, on disait... il faut être une grosse entreprise et avoir un gros volume de chiffre d'affaires pour que je te passe du temps avec toi pour te conseiller. Aujourd'hui, on s'aperçoit que même les artisans s'occupent d'eux. Donc, c'est des grandes révolutions, ça, finalement. On est toujours dans le même esprit de tout à l'heure qu'avec les logiciels, avec les machines. C'est-à-dire qu'on permet à un plus grand nombre, finalement, de s'emparer de ces technologies et de faire du sur-mesure, y compris avec des artisans. Oui. Et puis, notre agenceur et notre menuisier, il n'est pas derrière son ordinateur en train de compulser des sites en permanence, à regarder des vidéos, etc. Donc, toutes ces applications, aujourd'hui, sont disponibles sur la tablette, sur l'iPhone. Et il se retrouve sur son chantier, il va aller se renseigner sur un produit, il va cliquer pour le commander, il sera arrivé le lendemain, il a une notice de montage en direct. Enfin, il y a des choses qui sont vraiment de l'ordre du pratique, quoi. Enfin... Alors maintenant, on va aller parler matière avec Reo. Chez Reo, effectivement, la composante design est très importante. Alors, d'une part, effectivement, on va avoir une tendance à suivre en fait les tendances des fabricants de panneaux. Ça, c'est déjà notre métier à la base, en fait. On va contre-typer en fait des décors bois, des nouveaux coloris, effectivement, sur une bande de champ, par exemple. Mais au-delà de ça aussi, on va développer notre propre collection, effectivement, de design, de choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, sur des aspects métallisés, des aspects en fait verts, grâce au polymère. Donc ici bien aussi sur des surfaces. Donc on va travailler effectivement sur la recherche de nouveaux décors. On a des partenariats aussi avec des fabricants de renom sur des choses effectivement qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qu'on estime effectivement avoir un succès dans les prochaines années. La philosophie de Reo, c'est d'aller vers la recherche de solutions complètes. Donc on ne va pas se tenir effectivement à fournir qu'une bande de champ, mais on va essayer de fournir un ensemble global chez un seul et même fournisseur. Donc avec les compétences de Reo sur les polymères, que ce soit au niveau du design, en fait, de la créativité, de l'innovation, et toujours dans la recherche constante en fait, d'améliorer en fait, les choses du quotidien. Donc effectivement, nous avons un gros travail sur la recherche et développement dans toutes les divisions au niveau de Reo, parce qu'aujourd'hui, l'avenir dans les polymères est très important. En fait, Dans l'automobile, on le voit, parce qu'on remplace effectivement beaucoup de pièces en fait, par des polymères, soit au niveau de la tôle par exemple, etc. Mais au niveau du meuble aussi maintenant, avec du verre remplacé par des polymères qui apportent effectivement énormément de choses. Nos matériaux, vous allez les trouver partout, en fait, aussi bien chez le gros client industriel que chez le petit menuisier. En fait. Reo, on recherche vraiment en fait, l'innovation, certes c'est un côté, mais aussi une qualité en fait, durable dans le temps. Les matériaux ne bougent pas, sont garantis aux UV au niveau de la résistance à tous les niveaux. Donc on a des normes, en fait, on suit des normes très strictes qui sont les normes AMK aujourd'hui, donc c'est des normes les plus drastiques en fait, au niveau des exigences dans le milieu de la cuisine allemande. Donc on fait des tests en fait continus sur des résistances à la vapeur d'eau, à la chaleur, à l'humidité, etc. Donc tous nos produits sont garantis. Alors, les panneaux, l'évolution des panneaux. Oui, l'évolution des panneaux, l'évolution des finitions et de l'esthétique, ça nous renvoie à un débat qu'on avait eu sur Bois et Design, sur cette notion d'architecture d'intérieur et de passer de l'objet au projet, c'est-à-dire d'avoir effectivement des créateurs d'ambiance. Et on sent effectivement chez tous ces équipementiers la volonté de s'inscrire dans un projet global. Et autant ils parlent technique, ils parlent utilisation de leurs outils, de leurs services, etc. Autant ils sentent de manière extrêmement claire qu'aujourd'hui, leur positionnement, c'est de rendre des espaces de vie plus agréables, plus ergonomiques, plus conviviaux, plus personnalisés, et d'apporter réellement de la valeur ajoutée, quoi. Et là, on avait... excusez-moi le terme, c'est pas vulgaire, un fabricant de champs de plateau. Et là, on s'aperçoit qu'on parle de design, d'innovation, d'effets matière, d'effets miroirs, etc. Et donc, on est passé à des dimensions qui sont beaucoup plus valorisantes, entre guillemets, que ce qu'on faisait. Donc, à la fois dans la technique, puisqu'il y a cette soudure laser qui enlève cette trace de collage qu'on avait avant, avec des esthétiques magnifiques.
et des panneaux qui sont disponibles maintenant dans des finitions quasiment infinies, qui permet à l'agenceur et l'architecte d'intérieur d'avoir à chaque chantier une personnalisation poussée à l'extrême, quoi. Donc, c'est ce que je vais retenir à notre échange, c'est personnalisation et aussi accessibilité à tous avec tout un ensemble de produits. Quand je dis accessibilité à tous, c'est accessibilité aux particuliers que je suis et puis aux entreprises, mais aussi accessibilité à tous les agenceurs, c'est-à-dire y compris les plus petits d'entre eux. Absolument. Alors là où il peut y avoir un péril, il va falloir faire attention parce que on a beaucoup des sites de e-commerce qui montrent effectivement des visuels de produits qui font 2 cm sur 2 cm. Là, de faire une différence de matériaux, de finition sans le toucher, etc. On s'aperçoit qu'il y a une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs qui vont vers le e-commerce, tout ça, qui n'ont pas cette notion technique. Donc la petite difficulté qu'on a en ce moment, c'est de les faire venir dans les entreprises, leur expliquer un petit peu le métier, de la différence entre un plaquage, un faux plaquage, un effet, machin, etc. Parce que faire la différence entre un produit, ce qu'on disait l'autre jour, entre 50 et 500 euros, des fois, c'est pas facile sur une vignette. Hein. Oui, c'est sur une vignette ou sur un écran. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais écoutez, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV pour nous parler donc de l'ameublement français et puis des grandes évolutions que l'on constate dans ce domaine, évolutions importantes. On peut être que fier de les représenter avec ce qu'on a vu. Merci. Merci. Une émission à retrouver sur le site de Bâti Journal TV, bien entendu, et sur les sites partenaires Eurobois 2018 et France Bois Forêt. Merci à vous d'être venu jusqu'ici. Merci.